Cette personne avec qui j'étais depuis plusieurs années m'a fait croire que oui, il souhaitait aussi construire une famille et en fait pas du tout. J'avais déjà 34-35 ans et en fait moi j'étais prête à avoir un bébé maintenant. J'avais peur en fait de mon horloge biologique. Le jour J où il est là et en fait il annule tout au dernier moment en fait. Et après toujours une bonne excuse. C'est les banques de sperme et donc tu vas en ligne et c'est un peu comme des applications pour rencontrer un homme. Donc 23 000 $ à peu près. Avec une bonne couverture sociale. Avec une bonne couverture sociale, mais la logistique, les émotions. Moi qui pleurais jamais, je crois que j'ai jamais autant pleuré que le postpartum. Et si tu es prête, si tu as envie d'avoir un enfant, fais-le. Jamais tu le regretteras. Bonjour et bienvenue dans Déraciné. Alors aujourd'hui dans mon salon à Brooklyn, j'ai la chance d'accueillir Caroline qui m'a fait l'honneur de revenir aujourd'hui parce qu'elle fait partie des 4 premiers épisodes que j'ai malencontreusement perdus. Donc merci à toi Caroline De rien. d'être revenue aujourd'hui et bienvenue à Brooklyn. Merci. Alors on va trinquer, tu étais marocain. Cheers. T'as vu, moi je l'ai fait à la française, j'ai dit chin, toi t'as dit cheers. Cheers. Moi l'américaine moi. Donc Caroline, ça fait 14 ans qu'elle est à New York, mais avant ça, tu étais déjà venue pour tes études. Ouais. Tu peux me raconter dans quel contexte tu es arrivée ici? Bien sûr. Donc j'ai fait une école de commerce en 5 ans, l'ESCA, après post-bac. Et en 4e année, tu dois partir à l'étranger dans un partenariat en fait, d'échange intra-universitaire. Je suis partie à Saint-Louis dans le Missouri. Okay. Pas aussi fun que New York, mais voilà. Donc en fait, j'ai débarqué en août 2009 pour un semestre. Et c'était plutôt simple, enfin voilà, tu postules avec ton école. Mon niveau d'anglais n'était pas génial à l'époque, j'avais raté mon TOEFL, donc j'avais pas les meilleures universités en partenariat avec mon école. Donc je me suis Alors que justement, là, tu t'embrouilles. Là, je m'embrouille. Non, parce que justement, ton niveau d'anglais aujourd'hui, il est assez exceptionnel, je trouve. Merci. Non, mais c'est vrai, comme quoi. Non, mais parce que parfois, tu vois, il y a Ouais. plein de gens en France qui disent: «Ah, je parle pas bien C'est anglais, vrai. je vais être en galère, comment je fais?» Toi, t'es partie, tu parlais pas super bien anglais, tu as appris sur le tas, quoi. J'ai appris sur le tas. C'est vraiment, de toute façon, moi je recommande à tout le monde, tu pars à l'étranger, tu apprends sur le tas, t'écoutes. En fait, c'est beaucoup d'écoute et c'est comme un singe en fait. Tu essaies de répéter. Je me rappelle, moi j'entendais des phrases, j'entendais des tu sais des jokes, des blagues. Et en fait, tu les cherches en ligne pour comprendre la blague, pour la répéter. Et en fait, l'un après l'autre, voilà, je pense que j'ai été bilingue au bout de 2 ans. Est-ce que ça a été difficile justement pour toi? Parce que tu es arrivée, tu parlais pas bien anglais, mais tu allais à des cours, des amphis, j'imagine. Comment tu faisais pour suivre? Oui, en fait, c'est très sur les bouquins. Donc en fait, à partir du moment où tu arrivais à bosser tes cours en avance, parce que tu as que 10 heures de cours par semaine, donc rien à voir avec le système français. À partir du moment où tu lisais tes bouquins, tes cours, c'est beaucoup de QCM en fait, leurs examens. Tu arrivais à gérer les examens, ouais. Tu étudiais quoi? Alors en fait, moi, je m'étais spécialisée en RH, donc en ressources humaines. Chose pour laquelle je n'ai quasiment jamais bossé. Okay. Donc j'ai un master en RH qui m'a permis d'avoir mon premier boulot après à New York quand même. Okay. Donc avoir un diplôme m'a aidé, ça m'a donné vraiment foot in the door comme on dit ici aux États-Unis. Donc vraiment un coup de pouce pour commencer ma carrière. Mais après vraiment, j'ai jamais travaillé en RH. Tu restes 6 mois, tu étudies et finalement, au bout des 6 mois, tu décides de ne pas rentrer. Pourquoi? En fait, pendant mes cours, j'ai rencontré quelqu'un, un Américain. Et donc, en fait, je suis restée 6 mois de plus et j'ai trouvé un stage sur place. Et j'ai pris la seule entreprise qui m'a acceptée et j'ai bossé en tant que RH, assistante RH, dans un hôtel. Okay. Et donc, j'étais avec mon compagnon de l'époque. Ok, donc tu es venue pour étudier et finalement, tu es restée… Je suis restée. Enfin, je suis repartie quand même en France pour finir mes études. La personne que j'avais rencontrée, on est restés en fait 5 ans ensemble. Donc, on faisait de la longue distance pendant 2 ans. Et après, on a décidé en fait, est venue une question, à un moment, on s'est dit: «OK, soit on reste ensemble et dans ces cas-là, il faut faire quelque chose, soit on se sépare». Et on a décidé de rester ensemble et donc on a fait le visa fiancé, donc on s'est mariés, voilà. Et c'est comme ça que je suis venue aux États-Unis en 2012, janvier 2012. Vous restez 5 ans ensemble, Oui. Finalement vos chemins se séparent. Voilà. Et à ce moment-là, tu es toujours là-bas à Saint-Louis? Alors non, on était arrivés à New York, on avait fait, à partir du moment où j'ai immigré ici en 2012,
Une fois que j'ai eu les papiers, on est rapidement parti à New York et voilà, 2 ans après, on s'est séparés. Mais j'étais à New York et en fait, j'avais recommencé ma vie à zéro entre guillemets, une vie professionnelle. J'avais des amis, j'étais bien dans ma vie ici à New York et donc j'ai décidé de rester. Justement, donc là, tu te sépares de lui, Ouais. tu arrives dans une nouvelle ville où tu connais personne. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te faire des amis? Pas vraiment parce que j'ai beaucoup de mes amis en fait, se sont faits à travers le travail. J'ai, travaillé dans une boîte française en fait, donc au début au Novotel, puis après au Sofitel, donc des entreprises, enfin françaises, Mmh. d'accord? Donc en fait, voilà et puis j'ai encore des amitiés, de cette époque en fait. Donc voilà et après, tu rencontres des personnes. Nous on s'est rencontrés à travers, une copine qui bossait aussi, au Sofitel enfin au Novotel pardon. Donc comme quoi, tu vois? Et après, l'un dans l'autre, on rencontre d'autres personnes. Je me souviens, on avait été dîner, dans un restaurant libanais, Ilili, qu'on Ilili. adore d'ailleurs, qui est super bon. Si vous Ouais, passez à New York, n'hésitez pas, il est sur la 5e avenue et je me souviens que, cette copine qu'on a toujours en commun, ouais. m'avait dit, bon, on en rigole aujourd'hui, mais elle m'avait dit: «Bon, je sais pas trop si Caro et toi, ça va le faire, si vous allez Comme accrocher». quoi. Et je disais: «Ah bon? Mais pourquoi?» Je dis: «Mais moi, j'aime bien tout le monde». Elle me dit: «Ouais, parce que vous avez un peu votre caractère chacune» et finalement, on était assises l'une à côté de l'autre, on a fait que parler toute la soirée C'est et vrai je me suis dit: «Elle est vraiment trop sympa cette nana» et je pense et on même s'est que tu es bien la entendus. personne que j'ai le plus kiffé à cette soirée, enfin, C'est celle vrai. avec laquelle j'avais le plus, parlé notamment. Ouais, Et tu vois comme quoi et depuis on s'est pas lâché. ouais et depuis après, Ouais, on a fait the plein rest is history. ouais, on continue. Hem, Tu commences à travailler au Novotel, au Sofitel, donc dans Voilà. des boîtes, voilà, dans des hôtels français. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors je travaille donc en hôtellerie et vraiment, dans tout ce qui est, relations clientèle. Tu te sens épanouie dans ce que tu fais? Voilà, exactement, j'adore. En fait, c'est un métier passion. Après voilà, j'ai voulu, monter en grade rapidement. J'ai voulu travailler dans l'hôtellerie de luxe, c'est ce qui m'intéressait. Donc après voilà, Novotel, Sofitel, j'ai fait 2 ans. Après je suis arrivée au Peninsula, Mmh. et vraiment de nouveau voilà, métier passion, mais vraiment un métier, qui te prend, ta vie, enfin tu es on call, 24 heures sur 24. Tu fais des semaines de 60-70 heures. Mais bon voilà, hyper intéressant, tu rencontres, énormément de gens importants, donc moi j'étais, directrice de relations clientèle, donc vraiment tu travailles avec le gratin, de New York, mais aussi des États-Unis et du monde entier, que ce soit au niveau politique ou, businessman ou célébrité. Donc voilà, mais voilà, qui un métier prenant mais passionnant. Mmh. On a un groupe où Caroline parfois elle nous dit: «Oh, il y a telle personne qui est là, telle personne qui est là». Donc c'est vrai qu'il y a plein de stars, qui passent, au Peninsula, plein de gens, très importants comme tu disais du monde, politique, mais Oui, pas que. Novotel, Sofitel, tu passes au Peninsula, donc c'est vraiment, voilà, l'hôtellerie de luxe à 2 pas de la 5e avenue, enfin, ouais, c'est très très renommé. Tu t'occupes des clients VIP ouais. et tu fais quand même des horaires, enfin, je te vois dans notre groupe, WhatsApp, tu nous dis: «Ouais, je commence à, je sais pas, 6 heures», enfin, voilà, Ouais. des horaires où, assez, bon, après, Ouais, je sais que des tu es une horaires bosseuse, franchement, Caroline, c'est vraiment une bosseuse, mais c'est vrai que les horaires, très difficiles. Tu peux encore les faire parce que je pense que tu es seule à ce moment-là. à ce moment-là, ouais. Tu es seule, Oui, tu en fait, je pas bossais. d'enfant, donc c'est faisable. Donc tu te dis: «En fait, je me mets à fond maintenant», c'est ça que tu te dis? En fait, j'ai pas vraiment réfléchi, ça s'est fait naturellement et en fait, tu sais, sans me jeter des fleurs, mais plus tu es bon, plus tu en fais, en fait. C'est ça. Plus, plus on te demande et en fait, plus on te fait confiance et il y a plus que toi à qui on fait confiance et en fait, tu en prends encore plus, sur tes épaules. Donc ouais, j'étais au boulot à 7 heures, je finissais, 18-19 heures, donc c'était minimum enfin, non, en moyenne, c'était des horaires de 12 heures par semaine, ouais. Non, de 12 heures, ça va, c'est les non, vacances. 10-12 heures par jour, 10-12 heures par jour. Mais bon, après voilà, c'est, tu pas le week-end, puis Mmh. tes horaires, ça change régulièrement. T'as pas les jours fériés, t'as pas enfin, tu travailles pendant les vacances ou tu travailles pendant, les fêtes, et en fait, tu es off après quand personne n'est off. Donc voilà. Mais ça se fait en fait naturellement, et voilà, moi je vivais pour mon boulot, j'adorais en fait vraiment. C'est une industrie, de service, donc il faut avoir une personnalité, il faut aimer en fait, rendre service aux gens. Moi, ce que j'avais l'habitude de dire, «Rendre les gens heureux me rendait heureuse», en fait Mmh. et voilà, ça faisait partie du métier, en fait et puis, tu es tout le temps sur ton téléphone parce que les gens ne savent pas quand tu es off, parce que quand tu es off, mardi, mercredi, les gens ils pensent pas que tu es off donc ils t'appellent, ils t'envoient des emails pour, booker leur chambre, pour, leur préparer une surprise ou pour faire, enfin voilà, prendre un resto.
en plein milieu de la semaine, donc tu vois? Donc voilà, donc hyper prenant, en effet, que tu peux faire quand tu es vraiment célibataire, ou que tu as un partenaire à la maison, tu vois? Mais voilà, qui te prend beaucoup de temps et donc difficile d'avoir en fait, une vie familiale ou une vie sociale même. Après voilà, j'arrivais à sortir le soir ou les week-ends, mais voilà, après, moi, beaucoup de mes week-ends étaient passés juste à me reposer parce qu'en fait, tu donnes tellement pendant ces jours, ces longues journées que, bah, en fait après tu plus d'énergie, quoi. Mmh. Est-ce que tu te souviens un peu, je sais pas si tu peux donner des noms de personnes qui sont venues, mais peut-être des demandes un peu farfelues que tu as pu avoir quand tu étais au Peninsula ou, des choses qui t'ont marqué? Parce que j'imagine que tu as dû avoir ce genre de demandes? Alors oui, oui et non, je dirais, parce qu'en même temps, pour moi, tu sais, les demandes un peu farfelues sont devenues ma norme, en fait. Donc pour moi, quand on te demande des choses, enfin, difficiles, c'est la base, tu vois? Ça va être des gens qui vont te demander de décorer leur chambre complètement pour Noël, donc bah, tu achètes des sapins, tu décores la chambre. Bah, ça va être Maria Carré qui va te demander, de changer, bah, toutes les lunettes des toilettes, qui va te demander des bougies parfumées d'une senteur, particulière, il faut courir tout New York pour y aller. Ça peut être, ben, les présidents qui ont des demandes, XXL, que ce soit niveau alimentaire, que ce soit niveau nettoyage, ou sécuritaire, en fait. Tu en fait, mais tout ça fait partie, en fait, de la norme parce que, ben, les gens qui ont, beaucoup d'argent, les gens qui peuvent se permettre de rester dans des suites à 10 000 $, 20 000 la nuit, en fait, ont des standards de vie vraiment différents du tien, en fait. Et moi, je me rappelle, j'avais mon boss qui me disait: «Mais Caroline, il faut réaliser que tu travailles dans la ville et tu habites, en fait, en Realityville», tu vois? Donc en fait, tu as vraiment un disconnect, une déconnexion entre, ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Mmh. Tout va bien pour toi, le covid passe par là, ils Oui, mettent, pas mal de gens sur le carreau, mais toi, ils décident de de te me garder, garder. ouais. À ce moment-là, bah, tu as ton petit projet immobilier, tu rénoves, tu mets tes petites moulures, alors l'appartement de Caro, c'est un appartement haussmannien, donc elle a mis ses Non, petites elle a mis ses petites moulures, sa petite cheminée, tout ça, mais toi, tu as tout fait toute seule pendant le covid, donc voilà, tu ouais, as mis, à à profit, profit, voilà. ce temps et après tu retournes bosser un peu pour le Peninsula, mais tu vas te faire débaucher Oui, par le Met Museum. voilà. Alors c'est pour faire quoi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors vraiment, par hasard, j'ai un recruteur qui m'a contactée, à travers LinkedIn, en fait, pour un poste au Met, donc le Met Museum qui est l'équivalent du Louvre, on va dire, à Paris. Mmh. Donc vraiment, moi, jamais j'aurais postulé, pour une institution, en fait, culturelle parce que, bah, ça m'intéressait pas forcément plus que ça et Mmh. aussi jamais je regarde moi, je pensais que ma vie était vraiment, dans l'hôtellerie, tu vois? Je savais exactement quel poste j'allais faire, je voulais, éventuellement partir en Asie. Je me souviens. Et au final, en fait, j'ai été débauchée et pour en fait, manager tout ce qui était, fournisseur. Donc en fait, vraiment un nouveau métier, mais hem, des qualités, Assez similaire au final? voilà, que tu peux en fait, transférer. C'était vraiment en fait, juste, soft skills qu'on disait, des connaissances, enfin, même pas des connaissances techniques, mais vraiment une personnalité en fait, que tu peux, après transférer, au maître et donc là maintenant je me focalise, plus, sur la restauration donc je manage, les restaurants du Met et avec un projet d'ouvrir un nouveau restaurant au Met dans 2 ans. Donc voilà, donc depuis, 2 ans déjà, on y travaille et donc voilà, c'est ce que je fais. J'adore au final, institution, culturelle, c'est au final génial. Ce que tu vois, les nouvelles, exhibitions, tu vois? Et c'est juste vraiment incroyable. C'est vraiment un autre environnement et surtout en fait, bah, en fait maintenant j'ai réussi à avoir des horaires stables, j'ai tous mes week-ends, j'ai toutes mes vacances et je suis, hyper épanouie et en fait j'ai découvert que les gens avaient une vie en dehors du travail. Le week-end notamment, Voilà. avec des horaires normaux. Voilà, des horaires normales. Je fais, et en fait aussi, avec, un mix de travail à la maison et travail, en présentiel et en fait, c'est juste, la balance, parfaite pour pouvoir, moi m'épanouir de façon personnelle aussi. OK. On en parlera justement dans l'épisode de la semaine prochaine, dans l'épisode Escale à New York. Tu nous parleras un petit peu du Met Museum, parce que c'est vraiment un musée que beaucoup de gens font, beaucoup de Français font quand ils viennent visiter New York. Donc au cas où vous passez Ouais, par là et que vous croisez Caroline, faites-lui un petit un coucou. petit coucou. Tu es épanouie dans ta vie,
tu as un nouveau boulot, tu fais aussi un gap de salaire, ce qui est assez cool. Voilà. Et En fait, c'est ce qui m'a vraiment motivée motivé à... de partir parce que je ne recherchais pas forcément un nouveau poste. Mais en fait, ils m'ont fait une proposition salariale que je pouvais pas refuser. avec des bons horaires. Avec des bons horaires, c'était de travailler moins pour gagner plus. Donc Mmh. que demande le peuple? Et toi, à ce moment-là, ça fait un petit moment que tu es avec quelqu'un. Voilà. Et, et je pense aussi que ça a beaucoup joué sur le fait que tu aies peut-être aussi accepté ce travail-là, c'est que tu as envie d'avoir un bébé, donc tu as un projet bébé qui se dessine à l'horizon. Voilà. Tu te dis que finalement, en étant en péninsula, ça va peut-être être difficile de le mener à bien et que là-bas, voilà, les horaires vont un peu mieux, tu peux quand même travailler un peu de chez toi. Donc voilà, c'est plus propice à une vie de maman. Donc tu étais avec quelqu'un qui avait, voilà, à la base le même projet bébé que toi sur le papier en tout cas. Ouais. Et avec le temps. Et ben, avec le temps, pas du tout, en fait. Alors c'était une relation qui était compliquée quand même, Mmh. comme tu peux le savoir. C'était une relation qui était longue distance. Hem et voilà, moi, ben, j'approchais, la moitié de la trentaine, on va dire. Et voilà, j'étais épanouie dans ma vie, professionnelle et je voulais avancer dans ma vie. Et en fait, cette personne avec qui j'étais, depuis plusieurs années, m'a fait croire que oui, il souhaitait aussi, construire une famille et en fait, pas du tout. Mmh. Et en fait, ben, moi j'avais déjà 34-35 ans et en fait, moi j'étais prête à avoir un bébé maintenant. Et je voulais pas j'avais peur en fait, de mon horloge biologique et je voulais juste plus attendre en fait. Je me suis rendue compte qu'au final, bah, c'était pas la bonne personne puisque, bah, il ne souhaitait pas avoir d'enfant, mais il souhaitait rester avec moi et en fait, j'avais l'impression d'être prise un peu en étau. Et donc j'ai décidé de couper les ponts avec, cette personne. Donc tu te rends compte à quel moment? Parce que c'est vrai que parfois tu as des mecs comme ça qui vont te dire: «Ah oui, je le ferai» parce qu'ils veulent pas se séparer, ils veulent rester, mais en même Ouais. temps, ils sont pas très emballés par le projet bébé. À quel moment, donc cette personne habitait dans un autre pays, à quel moment toi tu te rends vraiment compte en fait que non, ça va pas le faire et que vraiment il le veut pas et que va falloir que tu jumpes, que tu ailles C'est toute seule dans ton projet? c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, parce qu'on avait une relation longue distance, en fait, c'était un peu particulier et donc ça veut dire que, bah, pour faire un enfant, il faut être, dans le même pays, au bon moment, en même temps. Et voilà, lui, il avait une vie aussi, extrêmement, chargée ni l'un ni l'autre ne pouvait en fait, lâcher tout au moment de L'ovulation. l'ovulation, tu vois? Mmh. Et donc en fait, vraiment, il y avait des discussions pour: «Bon, bah, écoute, on va faire en fait, une FIV, c'est-à-dire que, bah, toi, tu vas venir, tu vas faire les examens médicaux, tu vas, donner ton sperme entre guillemets au moment opportun pour moi, le bon moment du mois et ben, voilà, c'est comme ça que ça va se passer». Ouais, vous Mais allez voilà. dans la réserve. Voilà, entre guillemets. Et donc voilà et en fait, 2-3 fois oui, 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 jusqu'au jour en fait, le jour J où il est là et en fait, il annule tout au dernier moment en fait. Et après toujours une bonne excuse. Voilà, enfin, OK, après ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, lui avait déjà des enfants d'une il avait précédente déjà union, exactement. ils s'étaient séparés, Mmh. donc tu penses que, oui, il pensait qu'il était prêt à en avoir d'autres, mais que finalement c'était peut-être trop difficile pour lui ou peu Voilà, importe en fait, on s'en fout. probablement. Peu importe la raison, les faits sont là, il venait pas au rendez-vous alors qu'il disait qu'il devait venir. Je n'ai jamais eu vraiment de raison, Mmh. de vraies excuses. C'était vraiment des excuses, mais banales, enfin bateau. Et donc en fait, voilà, ça fait 2-3 fois et en fait, à un moment, j'ai dit: «Stop» parce qu'en fait, moi, ça me faisait du mal, en fait, parce Mmh. que, ça entretenait un espoir qui était à chaque fois cassé et pour moi, surtout, ça retardait, en fait, bah, le moment, de l'échéance, en fait. Et donc en fait, comme j'étais déjà dans ce parcours, FIV, j'ai donc décidé, en fait, de continuer toute seule. Mmh. Mais bon, c'est un parcours qui est différent quand tu fais un enfant enfin, quand tu décides de faire un enfant toute seule Mmh. et donc tu fais, la PMA, donc procréation médicalement assistée. Et donc là, en fait, ben, tu te dis: «Bah, écoute, comme je n'ai plus mon partenaire, il faut quand même, la partie, du monsieur, du donneur». Donc en fait, voilà, donc je suis partie avec, un donneur donc ben, c'est les banques, de sperme et donc tu vas en ligne et c'est un peu comme, des applications, pour rencontrer un homme. Mais en fait, là, c'est pour choisir, en fait, le donneur, biologique, en fait, de ton futur enfant. Au lieu d'avoir des photos d'adultes, c'est des photos d'enfants.
Je me souviens, ça m'avait surpris quand tu m'avais dit ça, que tu choisissais en fonction de son physique, mais pas de son physique actuel, de son physique, de lui quand il était enfant. Ouais. Donc, ok, donc du coup, tu choisis, j'imagine, un joli petit minois, une jolie petite photo Voilà. pour devenir le papa. C'est quoi tes autres critères à ce moment-là? Eh ben, en fait, tu peux choisir plein de critères. Vraiment, tu peux avoir une longue liste de critères. Moi, j'en ai choisi que 2. Je voulais que ce soit un donneur qui soit ouvert, que c'est anonyme jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc c'est-à-dire que, mon enfant, si à ses 18 ans, à sa majorité, souhaite en fait connaître qui est son donneur, souhaite, rencontrer cette personne, cet homme, lui parler, lui écrire, voilà, le donneur a accepté d'avoir il était ouvert à cette rencontre. Moi, c'était important parce que j'avais fait mes recherches et en fait, la moitié des enfants qui étaient conçus avec un donneur s'en fichaient royalement de qui leur géniteur était, mais l'autre moitié s'est toujours demandé, malgré l'amour de leur mère, s'est toujours demandé d'où ils venaient. Et en fait, je souhaite laisser le choix à mon enfant, si elle souhaite savoir d'où elle vient, en fait, avoir cette connexion. Oui, d'où il venait et aussi, je pense que c'est important parce que je regarde aussi beaucoup de podcasts là-dessus sur des gens qui ont été adoptés ou des Ouais, gens qui ont été conçus en PMA, à qui ils ressemblent en fait. ouais, Tu vois? Parce que bon, toi exactement. pour le coup, spoiler alert, aujourd'hui Caroline a une petite fille qui lui ressemble d'ailleurs énormément, donc tu vois ce que je veux dire? Mais elle aurait très bien pu ne pas te ressembler et je trouve ça et je comprends, tu vois, ces gens quand ils disent, «Mais en fait j'ai juste envie de voir à qui je ressemble» et souvent quand les gens ont été adoptés ou enfin ce genre Oui, de choses, quand ils retrouvent leur famille, ça leur fait un bien fou exactement. de voir en fait une famille qui leur ressemble. Donc Ouais, oui, donc je suis d'accord avec toi, je pense que c'est important de savoir d'où tu viens au final. exactement. Et tu as un peu Ou touché du moins c'est d'avoir l'option si un jour, elle le souhaite. Peut-être elle le exactement. voudra pas. Oui, non, absolument. Et ça sera vraiment, à sa guise, en fait, up to her. Et tu as touché vraiment sur la deuxième option, enfin, pas la deuxième option, mais le deuxième Deuxième critère. critère? Et c'était vraiment, en fait, moi, j'ai choisi l'ethnicité, du donneur, parce qu'en fait, même si, comme tu sais, je suis attirée plus par Carrément. les hommes, Typé, voilà, mat de peau, voilà. Caroline, elle aime bien les gens assez typés. voilà, Mais justement, c'était une question que je t'avais posée. Je t'ai dit: ouais. «Mais est-ce que tu as pris un mec, typé, un brun, yeux Comme mon marrons, ex, mat de et peau?» ben non, pas du tout, parce qu'en fait, je me suis dit: déjà, tu vas être maman solo d'un enfant. Et en fait, j'avais, envie que cet enfant me ressemble et donc j'ai choisi un donneur blanc, en fait, juste, pour qu'on ne pose pas de questions. On va Voilà. déjà lui poser beaucoup trop de questions sur son père qu'elle aura pas. Je me suis dit: «J'ai pas envie qu'on lui pose des questions sur est-ce que c'est vraiment ta maman?» parce qu'on se ressemble pas, en fait. Ouais, je Donc pense en fait voilà, pour toi, c'était même pas qu'elle te ressemble forcément, c'était surtout qu'elle soit pas trop différente de voilà, toi c'est ça, oui, et voilà, pas typée parce que là, pour le coup, les gens posent des questions, mais alors à ce moment-là, on en pose encore plus. «Ah bon, votre voilà. petite fille, elle est de quelle Est-ce qu'elle est origine?» adoptée? Mmh. Voilà. Et là, en gros, si mon partenaire était typé et que ma fille était un mix de nous 2, ça me dérangerait pas. Mais c'est juste que comme j'étais toute seule, voilà, je voulais juste pas qu'elle se pose cette question, en Mmh. fait. Parce que tu sais que la vie parfois elle peut pas toujours être, facile quand déjà il te manque un parent, peut-être même pas un parent, Exactement. c'est un donneur, tu pas de représentation, je veux dire comme dans toutes, les familles classiques, disent un papa, une maman, donc évidemment le mieux pour toi c'est d'éviter, toutes les questions, qui peuvent faire en sorte que peut-être elle va s'en poser encore plus ou peut-être se sentir mal un jour. Donc je Ouais. comprends le Voilà. cheminement. Mais tu vois, il y avait d'autres critères qui étaient, la religion. Mmh. Donc moi, ça n'a pas du tout été un critère parce que pour moi, la religion, c'est acquis et non pas Mmh. inné. Il y a des femmes qui ont, j'imagine, tout plein d'autres critères comme tu me disais là. Voilà, donc il y a la religion, tu peux choisir un donneur, la couleur de cheveux, la taille, la couleur des yeux. Donc moi, voilà, j'ai pas du tout choisi sur, couleur de cheveux, sur, groupe sanguin, sur, religion. Voilà, rien du tout. Et voilà, moi je voulais juste, voilà, qu'on pose moins de questions possibles pour elle, en fait, pour qu'elle puisse, grandir en ayant, au moins quelqu'un qui lui ressemble. Donc à ce moment-là, tu choisis ton donneur J'ai choisi et mon comment donneur. se passe, la PMA? Alors, écoute, en tant que femme seule, je ne pouvais pas faire de FIV, directement, en fait, à moins de payer de ma poche. Pour que mon assurance maladie se mette en route, il fallait que je fasse 6 fois, des inséminations intra-utérines. OK. Donc en fait, c'est plus un processus qui est naturel, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas chez le docteur, on t'injecte le sperme
dans ton utérus et après tu laisses la nature faire Et après, son tu pries cours. pour que les petits spermatozoïdes ils remontent tout seuls Voilà. jusqu'à l'ovule. Malheureusement, mes prières n'ont pas été exaucées. En même temps, tu sais, je sais que c'est difficile parce que, tu m'avais dit: «Voilà, je l'ai fait une fois, ça marche pas, je l'ai fait 2 fois, ça Voilà. marche pas» et je pense qu'on est toutes pareilles, c'est que quand on veut avoir un enfant, que ce soit seul ou pas seul, et ben, enfin, en tout cas, moi, je m'étais dit: «Oui, ça va se faire» et puis quand ça se fait pas, au bout de 1 ou 2 mois, je suis déjà sous pression. Ouais. Mais comme je te le disais, je te disais: «En fait, tu y vas une fois pour qu'on t'insémine». Alors que, tu vois, quand par moi, j'essayais d'avoir un enfant, bah, tu vois, j'ai essayé plusieurs fois sur un certain Exactement. nombre de jours, tu vois? Donc une Ouais. fois, au final, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce qu'en plus, vraiment, on ne sait pas encore la médecine, on ne sait pas exactement quand tu ovules. Ou quand tes ovocytes sont relâchés. Ça peut être entre 12 et 36 heures après. Donc, on time à 24 heures à peu près. Mais bon, voilà. Approximatif. C'est approximatif aussi. On t'injecte, enfin, on t'insémine, pardon, avec un sperme qui a été congelé. Donc, il faut savoir que le sperme congelé ne vit que 12 heures dans le corps d'une femme, alors que le sperme frais, donc c'est une relation sexuelle avec quelqu'un, les spermes vivants peuvent rester dans un corps de femme pendant 5 jours, en fait. Peuvent rester dans ton utérus, voilà. Donc, en fait, si tu ovules un peu plus tard et que tu as une relation même il y a un jour, tu peux potentiellement quand même tomber enceinte. Là, tu as 12 heures. Si tu loupes la fenêtre ou alors si juste, ils se rencontrent pas et ben, voilà. Donc moi, ça s'est passé 5 fois. Mais bon, au final, en vrai, j'étais contente. J'étais contente parce qu'à la fin, je voulais vraiment passer à la FIV parce que je me suis dit: «Tu le fais une fois et ça va marcher». Alors je sais que j'étais quand même dans le déni. Mais justement, toi, quand ça fonctionne pas, donc 5 fois, tu dis ou 6 fois tu as fait? En fait, je devais faire 6 fois, mais mon assurance maladie a changé à la 5e fois. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le critère de «il faut le faire pendant X fois avant de passer à la FIV». Donc ils ont enlevé ce critère d'essai avant la FIV au moment où j'ai fini ma 5e insémination. Donc tu fais 5 fois, dans quel état d'esprit tu es là? Je suis quand même dans un bon état d'esprit parce qu'on te met à l'aise et on te dit surtout: «Tu as vraiment un pourcentage entre 5 et 15 de chances de succès». Donc c'est pas beaucoup. Donc tu sais que ça peut ne pas marcher. Mais on te dit aussi que c'est cumulé, en fait. Donc au début, tu es là: «OK, 5-10 enfin entre 5 et 15 mais bon, tu accumules, fois 5, tu fais: «OK, mince, là, on est quasiment à 85 et je suis toujours pas enceinte». Mais je sais que voilà, c'est quand même un chiffre assez bas. Donc voilà, après je décide de passer à la FIV. Donc qui est un processus quand même plus intrusif, où tu fais vraiment une opération là où tu es, Donc ça laisse moins de place au petit bonheur lâchant, je veux dire. alors, en fait, on te pendant, 10 jours, enfin 10-12 jours en fonction de ton cycle, on te donne des hormones, en fait, pour vraiment stimuler tes ovaires, pour en fait que tu, relâches un grand nombre d'ovocytes. Donc normalement, une femme habituelle va relâcher entre 1, 2, maximum 3 ovocytes par cycle, généralement 1, tu vois? Et là, donc on te stimule tes ovaires et donc moi, par exemple, quand vient l'opération, la ponction, en fait, des ovocytes, ils en ont récupéré 29, d'accord? Donc C'est un bon chiffre? c'est un bon chiffre. Parce qu'en fait, tu veux pas non plus en avoir trop parce qu'après tu peux overstimule tes ovocytes, c'est dangereux aussi. Tu peux avoir des complications. Donc tu veux trouver le juste milieu. Donc ils en ont récupéré 29 et c'est une opération qui dure que 15 minutes, enfin 15-20 minutes, mais tu es endormie complètement. Donc tu sens rien? Tu sens rien. Même quand tu te réveilles, tu as pas mal? Alors si, quand tu te réveilles, enfin, ça va, ça dure 24 heures. Tu sens en fait que quelque chose s'est passé. Parce que c'est pas une douleur, mais c'est un sentiment bizarre parce qu'en fait, en gros, on te prend une aiguille qu'on passe à travers les parois de ton vagin pour aller chercher les ovocytes, de chacun des 2 ovaires, en fait. Donc en fait, tu jamais senti cette sensation parce qu'on t'a jamais fait un trou dans le vagin, en fait. Donc voilà, c'est Tu quand même sens que quelque chose inconfortable. s'est Tu passé. sens que quelque chose s'est passé, mais en vrai, ça dure 24 heures. Tu peux retourner au boulot le lendemain, d'accord? Ça dure 24 heures et après, voilà, ça va de mieux en mieux. Et après, en fait, tu attends 7 jours parce qu'en fait, ils mettent, les ovocytes, donc dès que ça sort de ton corps humain, ils, en fait, injectent, un sperme, c'est l'opération la plus petite du monde, en fait, du corps humain.
un spermatozoïde. Ok. Ils prennent celui qui bouge le plus et ils l'injectent dans chacun de tes ovocytes. Ok. Donc moi, ils l'ont fait 29 Ils prennent fois. le plus excité là et Voilà. ils le mettent dedans. Voilà, en Ok. fait, ils font rencontrer, ils forcent la rencontre. Ils forcent la fécondation. Voilà, ce qui se passe naturellement dans ton corps, bah nous, moi, à l'extérieur de mon corps, ils ont fait rentrer en fait le spermatozoïde dans l'ovocyte pour créer donc l'embryon en fait. Donc à ce moment-là, il n'est pas encore question de fille ou de garçon. Non. On prend juste les plus excités, on Ouais. les met dans les ovules. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc après, pendant 7 jours, il laisse la nature faire son cours parce que tous les embryons, entre guillemets, ne se développent pas. Donc en fait, moi, sur les 29 qu'on m'a ponctionné, 26 étaient matures, c'est-à-dire étaient au stade où ils pouvaient en fait être fécondés. Ils font la fécondation et après, au bout de 7 jours, sur les 26 fécondés, il n'y en a que 15, enfin déjà 15, qui sont arrivés au stade, OK, on a été fécondés, on grandit, on grossit normalement. Tu t'imagines avec tes 15 ovules, tes 15 enfants. Mais ouais. Alors, il faut savoir par contre que un ovocyte n'est pas égal à un enfant en fait. Ok. Voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment un décompte en fait où tu perds entre 30 et 50% à chaque étape de la fibre. Donc en fait, c'est pas parce que tu en as eu 29 que tu vas avoir 29 embryons prêts à faire des enfants. Donc justement, tu disais que tu en as eu 29. Ensuite, on a mis les spermatozoïdes dedans. Il en restait finalement que 15 qui se sont 15 développés. développés, voilà. Tu en as encore perdu. Et alors après, l'étape d'après, optionnelle, donc à ta charge, c'est-à-dire non prise en charge par l'assurance maladie, tu vas faire une biopsie sur chacun de ces embryons. Et tu vas l'envoyer dans un laboratoire pour voir en fait si l'embryon est normal ou abnormal. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde trisomie 21, trisomie ou monosomie, c'est-à-dire un seul embryon à la place des deux. Ils ont tout un panel de... Un seul embryon, un seul chromosome. Un seul chromosome, pardon. Okay. Un seul chromosome au lieu de 2. Et voilà. Et donc moi, sur les 15, je suis passée à 8. Donc en fait, j'en avais 4 qui étaient anormaux. Donc j'avais une trisomie 18, une monosomie 17, je crois. Enfin, après, tu regardes en ligne et tu dis, OK, C'est assez fréquent? Oui, c'est très fréquent. Très, très fréquent. Et encore, moi, j'ai pas eu de trisomie 21, par exemple. Et après, j'en ai eu d'autres, des embryons, ils appellent ça des embryons mosaïques. Les embryons mosaïques, c'est que tu as des parties qui sont des chromosomes qui sont normaux et certains chromosomes qui sont pas normaux. Donc voilà, mosaïque, ça veut dire que potentiellement, si on te l'implante dans ton corps, tu as un risque de malformation, mais tu as aussi un risque où l'embryon se développe correctement et ça fait un enfant complètement normal. Mais voilà, donc forcément, dans le meilleur des cas, ils te mettent un embryon normal dans ton corps. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir 8 embryons en bonne santé. En bonne santé. Et à ce moment-là, tu sais si c'est des filles et des garçons? Et à ce moment-là, je sais si c'est des filles ou des garçons. Enfin, j'ai demandé à savoir. Alors, combien de filles, combien de garçons? J'avais 6 filles et 2 garçons. Donc plus de filles que des garçons. Et après, ils gradent en fait des embryons en fonction de leur développement, de leur maturité. Et tu as des meilleurs grades que d'autres. Donc au début, on t'implante. Je me souviens que tu m'avais dit que donc tu as plusieurs embryons et que tu commences avec celui qui a la meilleure note. Voilà, le meilleur grade. Plus de chances en fait que ça se passe bien. Voilà. Et il s'avère que comme par hasard, les meilleures notes, ce sont que les filles. Alors c'est très américain. On te demande si tu souhaites choisir le sexe, le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que si tu dis oui, donc moi j'ai dit oui la première fois. Donc j'ai eu en fait ma première insémination. Spoiler alert, n'a pas marché. Mais j'ai demandé en fait qu'on me transfère une fille. C'est pas marché. C'était mon embryon qui était le mieux gradé. Donc là, par contre, je t'avais dit que les 5 inséminations, ça n'a pas marché, mais ça m'avait pas atteint, on va dire, mentalement. Là, par contre, la première insémination qui n'a pas marché, et là, je me suis pris un bus en pleine tronche. Vraiment, je me suis dit, je m'y attendais pas. Parce que moi, je suis rentrée dans ce processus vraiment de façon naïve, et je me suis dit, la FIV, ça va marcher. J'étais convaincue que la FIV, ça allait marcher. Maintenant, avec du recul, je sais très bien que les FIV ne garantissent pas un bébé, tu vois. Donc ma première insémination n'a pas marché et là, je me prends vraiment une claque monumentale. Vraiment,
Et là, je décide, je me rappelle, d'arrêter d'en parler à tout le monde. Parce qu'avant, j'étais extrêmement ouverte, j'en parlais à chaque fois. Et en fait, là, ça Mais je m'avait pense avec ta tellement... personnalité, je veux dire, tu positive, Ouais, tu vois, tu pleine d'engouement à chaque fois. Donc, je pense que pour toi, tu te disais, tu positivais en te disant: «Ça bien va sûr, marcher, ça toujours. va marcher». Ouais, À ouais. ce moment-là, tu te dis: «Bon, je vais arrêter d'en parler à tout le monde» Et là, et je me suis renfermée, je me suis dit, voilà, il faut... En fait, j'ai arrêté de vivre, tu vois, parce qu'en fait, ça faisait déjà 6 mois, enfin, plus que 6 mois. J'ai commencé en mars. Non, ça faisait 6 mois. J'ai commencé en mars. J'ai eu l'opération pour la ponction des ovocytes en juillet et la première insémination en septembre. Donc, ça faisait 6 mois que j'étais dans ce processus. 6 mois, au final, quand tu regardes, pour avoir un enfant, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est pas inhabituel. c'est pas long, Voilà, hein. c'est pas extrêmement long, tu vois. Mais quand tu es dedans, eh ben, ça paraît long, tu vois. Ça paraît long, puis je Parce que pense tu aussi le sais pas fait que quand tu est-ce que... Ouais. sois seule, Oui. le fait que aussi que tu fasses un parcours PMA, Et enfin, surtout, ça devient oui, ta vie, en ça fait, devient parce long. que Tu peux pas prévoir tes tu peux pas vacances, prévoir tes vacances. Parce que quand tu fais ça, c'est pas naturel. C'est pas que c'est pas naturel, mais c'est que ton corps n'est pas enceinte. Donc en fait, quand on t'implante un embryon, eh ben, c'est à dose de progestérone que tu t'injectes toi-même dans tes fesses. Donc c'est contraignant parce que ça doit être à la même heure, ça doit être tous les jours, ça doit être des pilules d'oestrogène, des shots de progestérone. Donc en fait, ta vie en fait s'arrête, enfin, est en suspens. Tu peux elle est pas rythmée prévoir. par tout ça. Voilà, tu peux pas prévoir et puis en fait, c'est ce qui te consume, on va dire, de façon mentale, tu vois? Je me Hem, souviens que parfois tu me disais: «Oui, là, je peux pas sortir, il faut que je rentre parce qu'il faut que j'aille faire ma piqûre». voilà. Bon après à la fin, tu es tellement habituée qu'en fait, après, une fois que tu as passé les premières semaines de progestérone à te le faire toute seule à la maison et que c'est un peu dur au début, après, si tu as un resto, ben, tu fais dans les toilettes des restos, Mmh. après ça devient plus, normal, tu vois? Mais au début, tu es un peu plus stressée parce que c'est médical, c'est une énorme, aiguille qui te rentre dans, bah, dans les fesses, tu vois? Donc intramusculaire, pas intragraisseuse parce qu'au début, ce qu'on a parlé, mais pour, avant la ponction des ovocytes, tu te mets plein d'aiguilles, en fait, mais dans le bide, dans le gras du bide. Donc le ventre, ça va. Mais là, c'est vraiment des longues aiguilles dans les fesses, ça rentre dans le muscle. Donc bah, tu as des bleus, c'est douloureux, c'est pas agréable et puis voilà. Mais bon, après, ça devient la norme et puis enfin, voilà. En fait, quand tu veux vraiment un enfant, Bah, tu tu fais tout fais ce ce qui qu'il est faut. possible, Tu fais ce qu'il tout ce qui faut. est en ton pouvoir, Ouais, pour y arriver. OK, donc là, la première fois, ça se passe pas comme voilà. prévu. Je Juste, décide tu juste d'en parler. j'arrête d'en parler en fait et j'ai besoin d'arrêter d'y penser tout le temps. Donc je décide de retourner sur la dating scene, Mmh. donc de me remettre sur les applications pour, en fait T'aérer l'esprit. pour m'aérer l'esprit, pour en fait rencontrer quelqu'un, plutôt avoir un compagnon, tu vois, de vie, pour en fait juste, ne pas parler que de fertilité, de bébé, juste en fait, vivre et je me dis voilà, mais je continuais quand même mon parcours de fertilité à côté. Et mon deuxième transfert a marché. Mais je pense aussi que et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Ça a pas duré longtemps, hein, ça a duré, 6 semaines. Mais tu vois, ça m'a fait vraiment une bouffée d'air où j'ai pensé à autre chose. J'ai pas parlé que fertilité, j'ai pas parlé que bébé et j'ai réussi à, en fait, à revivre un petit peu, où Mmh. ma vie n'était pas juste, rythmée par, les rendez-vous du docteur, les rendez-vous à la clinique, les scans, les médicaments et cetera. Mais justement, donc quand tu rencontres cette personne, tu lui dis que tu es un Je projet lui dis PMA? oui, je lui dis. Et comment est-ce qu'il prend ça? Pas très bien, au Ouais. début. Enfin, je lui dis au bout de 3 semaines, on va dire. Pas très bien, mais Mais en même temps, hein, l'enfant voilà. vient d'arriver, allez next, ciao. Voilà et puis si, il m'a dit: «Ah mais si ça se passe bien», ça se passait bien, mais ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble, donc c'était Ouais. rien. Mais en fait, moi, j'étais pas dans l'optique d'attendre quelqu'un. C'est bon, j'avais, Ah, il voulait que tu 35 arrêtes ans. ton projet PMA en se disant: Il «Peut-être ça voulait va que marcher entre je nous» voilà, il et voulait que je mette sur pause pendant 3 4 mois pour voir nous donner une chance. Mais moi, j'étais trop loin, c'était trop poussé j'étais trop loin avancer dans le process. dans mon processus et dans ma tête, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai décidé de pas faire de pause et d'enchaîner. Moi, je me suis dit: «Caroline», tu sais, c'est très militaire ça, c'est mon passé de mon papa militaire. C'est mon passé de où enfin, j'ai vécu avec un père militaire, donc c'était vraiment, quand tu mets ta tête, ou ton esprit, à faire quelque chose, tu y vas à fond et donc moi, j'ai pris aucune pause. J'ai enchaîné les cycles, jusqu'à ce que ça marche, en fait et la 2e fois, ça a marché. Donc est-ce que déjà tu t'en doutais? Tu sentais dans ton corps, Écoute, je m'en doutais parce que
une fois, j'étais assise par terre à ma table Table basse. ma table basse et j'étais accroupie et en fait, donc j'avais mes genoux contre moi en fait. Et là, j'ai senti mon cœur battre dans mon utérus. Alors, c'était pas le cœur du bébé, hein, mais c'était, je pense, tu sais, quand tu essaies d'être enceinte, je pense que c'est tellement à l'écoute de ton corps. Ah oui. Et, Faut un et peu en trop. fait, tu penses à tous les symptômes et des fois même tu penses que tu as des symptômes et que tu es enceinte et que c'est pas vrai. J'ai senti mon cœur battre dans mon utérus, ce ce qui m'était jamais arrivé. Et en fait, je pense que c'était juste l'afflux sanguin en fait pour Ah, tu sentais qu'il y avait un changement, à ce ouais, niveau-là, en tout cas. voilà. Et donc je me suis dit, je pense que je suis enceinte. Donc tu as fait un test? Et alors, voilà, en fait, on te dit de pas tester à la maison, mais je me suis testée à la maison la veille, en fait, parce que je voulais être prête mentalement si le lendemain, c'était ma première prise de sang et je voulais pas y aller, en ne pas sachant. En ne En ne pas sachant pas. en ne sa putain. Je suis Et j'ai j'ai fait fait une compile, en fait, de tous les gens qui viennent dans ce podcast. Ça fait parler français. Moi, la première, hein, parce que à chaque horrible. fois qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir ici, il me regarde, il fait: «Ça se dit?» Je sais pas. C'est plus français. En ne sachant pas et donc je voulais Et en en fait plus, pareil, la dernière fois, elle m'a dit: «Tu enlèves», j'ai dit: «J'enlève tu pas». coupes. Non, mais je parle plus français moi. Donc on est passé La veille, du «je parle pas bien anglais» ne à parle «je pas ne bien sais plus parler français. français». Non, ouais, bah, tu me dis d'ailleurs, tu te Non, moques de moi, moi. non, je me moque pas de toi, je te dis juste, en fait, que tu as limite un accent, C'est vrai. comme si le français, c'était pas ta première langue. C'est-à-dire, tu parles en plus, C'est ce qu'on me dit quand je rentre en France. toi, tu parles tellement bien, Là, tu as un accent américain quand tu dis ça en français. moi? Oui, Oh mon Dieu. tu parles tellement bien. C'est Tu sais, vrai? Non, ouais. mais moi, je suis juste maniérée, c'est ma manière de parler. Non, mais en fait, tu parles tellement bien, anglais Ouais. que je pense que oui, ton et puis je pense que tu parles plus souvent anglais, contrairement à Voilà, moi qui parle quand même assez français, enfin à la maison voilà. ou Alors maintenant, je parle plus français à la maison parce que je parle à ma fille en français oui, mais en et fait, je je me pense force qu'avec le boulot et tout ça, en fait, ton anglais, il que a pris l'anglais. dessus. Au début, moi, quand je t'ai rencontrée, je me suis dit: «Elle a un accent», mais je comprenais pas, en fait, en plus, c'est un accent un peu chic, tu sais? On dirait que je t'ai déjà dit, on dirait que tu viens de la royauté ou C'est vrai? ouais, la royauté londonienne, je sais pas, tu fais: «Oui, voilà», tu sais, tu fais comme ça. C'est très non? Tu Bah non, je savais pas ça. Mais si, tu fais ça. Tu fais: «Voilà», tu fais comme ça. Voilà. Non, bah écoute, Non, mais c'est très chic, en tout cas. Tu fais ton test de grossesse, on t'a dit de pas le faire, mais tu l'as quand même je fait. le fais la veille parce que je voulais être préparée en fait pour la mauvaise nouvelle s'il y avait une mauvaise nouvelle le lendemain. Parce que je voulais absolument pas aller à ma prise de sang en ne pas sachant. En ne sachant pas. Je ne voulais pas aller à ma prise de sang en ne sachant pas Mmh. si oui ou non ça avait marché. Et donc là, c'était un jeudi matin. Ma prise de sang était un vendredi. Et là, j'ai vu les 2 lignes, mais j'ai même pas sauté de joie, c'était trop bizarre. Je pensais que j'allais pleurer, je pensais que j'allais sauter de joie. Et en fait, j'ai regardé, j'étais là: «Cool». J'étais là: «Oh, ça y est, ça a marché». Et en fait, de nouveau, moi en déni, je pensais que ça y est, j'avais, mes 2 lignes, j'étais 100 % sûre que voilà, ça allait, marcher, que ça allait tenir. Maintenant, a posteriori, je sais très bien que, ben, tu peux être enceinte et que faire des fausses couches. Mais voilà, dans ma tête, j'étais vraiment j'étais naïve, en fait. Et je pense qu'en fait, des fois, aborder ce sujet ou rentrer dans une fièvre en ne sachant pas tout, c'est pas mal aussi. Ça te préserve, mentalement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on conseille aux gens de pas aller dans tu sais, lire des trucs Ouais. dans les forums parce qu'au final, tu vas lire que des commentaires de gens qui ont eu des problèmes. Parce qu'en Le général, pire, quand ça se tu vas passe lire le pire. bien pour toi, bah, tu y vas pas forcément, mais voilà. En tout cas, voilà, moi j'ai 2 filles, j'ai essayé, aussi, j'ai fait une fausse couche la première fois et je passais ma vie dans les forums et tous les mois, je faisais des tests alors que j'étais pas encore enceinte et je passais ma vie dans les forums et ça me déprimait encore plus au final, mais j'avais envie tu sais, tu as envie de tout comprendre, de tout savoir et tu vis en fait, Oui, tu vis grossesse quoi, donc du coup, ta l'endroit vie où tu peux s'arrête. trouver des infos, bah, c'est ça en fait. Mmh mh. Donc je comprends, ouais, pourquoi on dit aux gens de pas faire ça. Donc oui, peut-être finalement aborder ça naïvement, c'est peut-être, la meilleure chose à faire, même si Ça te protège. dans les faits, c'est plus difficile à faire. Ouais. Donc voilà, donc après le lendemain, le vendredi, j'ai fait ma prise de sang et j'étais bien enceinte. Ta grossesse, se passe bien Oui. et là, il y a ta maman qui fait le Qui voyage fait le voyage et qui vient pour en fait, assister à mon accouchement. et moi, je me suis dit, j'ai dit à Caroline: «Caroline, si elle arrive Mmh. pas à temps, tu peux m'appeler, matin, midi, soir, la nuit». En plus, moi, je mets mon téléphone en off la nuit, mais je mets certains numéros, qui peuvent quand même m'appeler en urgence. J'ai dit: «Caroline, même 3 heures du matin, tu m'appelles, je vais venir pour accoucher». Et il y avait une petite partie secrètement, désolée, maman de Caroline, elle va dire son nom, mais désolée la maman de Caroline, il y avait une petite partie de moi qui voulait qu'elle arrive pas à temps pour que je puisse y aller. Mais je suis très contente qu'elle soit arrivée à temps et qu'elle était là avec sa fille. Ouais.
Donc voilà, donc en fait, j'ai été déclenchée parce elle était pas prête à pointer le bout de son nez. Mais voilà, l'accouchement s'est bien passé. En gros, enfin, je voulais dire quoi? Overall? Après tout. Après tout, voilà. Donc en gros, voilà, l'accouchement s'est bien passé. Ça a duré longtemps, mais voilà, ça a duré, enfin, ça s'est bien passé. Tu t'en es remise, facilement, ta fille était bien, enfin ta fille était en bonne Ma fille santé. était en bonne santé, puis en plus, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un bébé plutôt cool. J'ai pas eu de problème de reflux, j'ai pas eu de problème de crise, tu sais, Mais un de bébé assez wheezing. facile, ça Un va. bébé facile, Un ouais, bébé j'ai eu un bébé facile. cool, ouais. Donc là, quand même, à ce moment-là, donc tu passes ta grossesse, tu es seule. Oui, Donc j'imagine que c'est pas non plus, toujours facile, mais tu as une grossesse assez facile, donc oui, au final, tu vis ça ou très bien. bien. Ta maman vient, vous êtes un peu dans votre petite bulle, toutes les 3 à la maison et ça se passe très Oui. bien et je sais qu'un jour tu m'envoies un message, enfin moi je suis partie du coup en vacances, j'ai Bah pas pu oui. la voir et je te dis: «Bon bah comment ça va?» et là tu me dis: «Oui, ça va pas du tout» et je me suis dit: «Ouh là, c'est Caroline, elle dit que ça va pas, c'est que ça va vraiment pas». Non, parce que tu sais, même souvent les gens me disent: «Ah Caroline, elle a fait son bébé toute seule». Non mais waouh, mais moi je pourrais pas ou tu vois? Et moi je dis toujours: «Mais franchement, s'il y a bien une personne qui peut faire, quelque chose comme ça», je dis toujours: «C'est Caroline». C'est vrai parce que tu as une certaine force, tu sais? Enfin pour moi, je trouve que tu es vraiment une femme très forte et à ce moment-là, quand tu me dis que ça va pas et je le comprends parce que moi après Rita, j'ai eu un postpartum et ça n'allait pas Ouais. et pareil, je suis le genre de personne qui va pas dire que ça va pas, mais comme dirait une de mes meilleures copines Dalila: «Si Shrek dit que ça va pas, c'est que ça va vraiment pas» et c'est comme ça, je l'ai ressenti pour toi. Là-dessus, je pense qu'on est assez similaires. C'est que quand tu m'as dit: «Ça va pas», là où moi je fais souvent des messages vocaux, des textos, bah, je t'ai Tu m'as appelé. appelée. Je t'ai appelé, j'ai dit: «Là, Caroline, si elle a dit ça va pas, c'est que ça va vraiment pas». Donc du Ouais. coup, tu es dans ta petite bulle, ta maman part. Voilà, en fait, j'étais préparée pour l'accouchement, j'étais préparée pour tout, sauf pour le postpartum. Mmh. En vrai, je m'étais pas préparée, en fait, je m'étais pas renseignée Ou est-ce que et tu t'es dit juste que c'est quelque chose parce que moi, au début, quand j'avais entendu parler du postpartum et je me disais: «Bon, bah, elles vont pas bien», enfin, tu sais, c'est les autres, quoi. Je me dis: ouais, «Oh oui, moi non, ça va pas m'arriver», bah, finalement, ça m'est arrivé, tu vois? ouais, en fait, enfin, regarde, tu devais venir me voir et en fait, les 5 premiers jours postpartum ont été les plus durs. Mmh. Vraiment la semaine su alors moi, je te dis, bon, j'ai eu un très bel accouchement, mais j'ai eu une hémorragie et en fait, j'ai eu, forcément pas des séquelles, mais j'ai eu, plein de points, j'ai été déchirée et en fait, j'étais pas prête physiquement à me sentir comme ça, en fait. Je pensais pas que j'allais être si mal, moi je pensais: «Ça y est, bébé est sorti, Les tout va 3 bien». ta poussette et tu sors. Voilà, quasiment, mais en fait, vraiment, le postpartum, que ce soit de façon hormonale ou physique, de nouveau là, je me suis pris une autre claque, tu vois? Vraiment, en fait, le premier mois a été dur. En plus, ma maman est partie au bout de 3 semaines. Quand ma maman est partie, j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps. J'ai dit: «Mais comment je vais faire?» Parce qu'en fait, elle tenait la logistique, en fait. Elle me faisait à manger, elle allait faire les courses, elle, nettoyait ma maison. Moi, je m'occupais de mon bébé, mais en même temps, enfin, c'était dur, tu vois? Parce que, tu es maman pour la première fois et en fait, quand elle est partie, et en plus tu as les hormones, la chute d'hormones, l'allaitement, moi j'ai allaité exclusivement et j'ai adoré, mais tu vois, tu as mal à la poitrine, enfin tu as toutes tes émotions qui sont hyper, tu es à fleur de peau et donc ma maman est partie au bout de 3 semaines et là j'étais: «Mais comment je vais faire? Pourquoi je me suis engagée dans cette voie?» Tu vois? Et en fait, voilà, petit à petit, je parlais beaucoup à mes amis, donc tu m'as aidée. J'ai, une autre copine qui me parlait aussi, je pense qu'elle a senti, ne serait-ce que même, me contacter tous les jours en disant: «Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait?» Enfin, tu vois? Et ça m'a aidée en fait, à aller mieux et après voilà, tous les jours, je me mettais un petit but, tu vois? Alors c'était pas des buts, très, très élevés, mais c'était genre: «Aujourd'hui, je vais faire prendre le bain à ma fille», tu vois? Mmh. Des fois, j'y arrivais pas. Des fois, j'arrivais même pas à aller lui faire prendre le bain parce qu'en fait, 1, tu es tellement fatigué, tu dois faire la logistique de la maison, tu dois faire à manger et puis voilà, après, les semaines passent et tu prends l'habitude et puis, Et votre rythme ensemble. voilà, et après tu prends ton rythme et puis, elle commence à pouvoir dormir un petit peu plus longtemps que, 30 minutes sur toi. Donc voilà, mais bon, c'était dur en fait le postpartum. Mmh. J'ai pas fait de dépression postpartum, mais c'était juste la logistique, les émotions. Moi qui pleurais jamais, je crois que j'ai jamais autant pleuré que, le postpartum. En fait, des fois, tu as juste une pensée et hop, tu pleures. Enfin moi, j'étais hyper à fleur de peau. Mmh. Alors fallait surtout pas que je lise des choses négatives en fait. Donc je me suis vraiment protégée par rapport, quand je voyais qu'il y avait un petit texte sur Instagram ou sur Facebook, Ce genre de choses négatives, tu sur les t'interdis. enfants qui, les trucs de guerre ou, les enfants qui sont malades, là je pouvais pas en fait. Tout ce qui était histoire
négative en fait, mais réelle, mais en fait j'avais juste pas la capacité mentale de faire face à ça en fait. Donc je me suis vraiment protégée, quand je voyais un petit truc négatif, je savais que ça allait me faire réagir, j'ai arrêté de lire, tu vois? Mmh. Mais bon après ça va mieux, hein. Et tu vois, t'imagines à ce moment-là, par exemple, moi je prends mon exemple, quand j'ai accouché la première fois, j'avais ma mère chez moi, ma belle-mère chez moi, mon mari, Ouais. ils étaient tous aux petits soins pour moi et malgré ça, j'étais en galère totale. Ouais, Parce que comme beh toi, j'ai eu, une épisio, ouais, j'ai eu des points, j'ai essayé d'allaiter, et j'étais crevée en fait, je sortais de c'est 3 ça, jours ouais. d'accouchement, j'étais crevée et j'avais toute cette aide et Ouais, j'étais, en au bout de ta vie. postpartum, je vais pas dire en dépression Mais je postpartum, mais pense, j'étais à fleur de peau comme tu dis ouais. tu vois? Je m'en suis rendu compte quand je commençais pareil à pleurer pour rien. Alors qu'on sait tous, c'est pas dans ma nature de pleurer pour Bah rien, oui, non? tu vois? Moi, je sais que si je pleure, c'est que par contre, quand je pleure, là, je peux te dire, ils sont tous, là: «Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a?» Mais là, je pleurais pour rien Ouais, du ouais, tout bah pareil. et j'avais toute cette aide, donc j'imagine même pas si j'étais seule. Mais il y aurait pas de bain, il y aurait que de l'allaitement, on resterait comme ça croupir dans le lit ensemble, moisir ensemble, tu vois? Ouais. Mais donc tu vois, c'est-à-dire, tu faisais quand même à manger parce qu'il fallait quand même te nourrir et puis, on va pas se mentir, plus tu vas quand tu vas bien manger aussi, tu auras Tu es plus de obligé de te lait, enfin, nourrir tu es obligé d'être en bonne santé pour pour pouvoir provide l'allaitement. du lait, quoi. Exactement. Donc enfin, j'imagine même pas comment ça devait être dire. Donc à ce moment-là, oui, j'imagine que, tu as dû te dire mais c'est bien parce qu'il y a plein de nanas, tu sais, qui ont des projets bébés solo et c'est bien aussi de leur donner un Bien peu, sûr, voilà, ouais. enfin de leur dire un peu la vérité et Ouais. toi, à ce moment-là, tu y avais pas forcément pensé. Non. Alors que peut-être que quelqu'un qui va peut-être écouter cette interview se dira: «Bon, bah, si moi j'ai décidé de choisir la même voie que Caroline, OK, je sais qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin, Ouais. Mais en fait, d'une faut le nurse prendre ou de quelqu'un qui vienne voilà. m'aider». Mais moi, j'ai pas pris nurse parce que c'est pas dans ma nature aussi de demander de l'aide, Mmh. de demander de l'aide, tu vois? Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui, quand elles accouchent, Oui, parcours PMA ou pas, enfin peu importe, quand elles accouchent souvent, il y a des gens, enfin, qui prennent une nurse à la maison, qui dort, à qui la dort à maison la tous les maison jours et pour qui aider. s'occupe du bébé les premiers temps. Voilà. Mais bon, ça coûte extrêmement cher Mmh. aussi à New York, c'est 200 par nuit, donc bah, tu fais ça fois 5, Mmh. 1 000 enfin facilement Ouais, par semaine, ouais, c'est fois pas tout le 4 monde qui pour, peut le le faire. mois, ça voilà, c'est un budget quand même. Donc Tu 23 000 avais à peu près, avec une bonne couverture sociale, tu veux avec dire? une bonne couverture sociale, mais de ces 23 000 on va dire 13 000, donc plus de la moitié, c'était seulement le sperme. Donc en Mmh. fait, en France, la différence, c'est que le sperme est une donation gratuite. Aux États-Unis, c'est une donation qui est rémunérée. Donc en fait, tu as beaucoup, beaucoup plus de choix parce que bah, tu as plus de donneurs, parce que bah, eux, ils sont payés pour faire don de leur sperme. Mais pour l'acheter, donc du côté de la femme, maintenant, c'est quasiment 2 000 $. Alors moi, quand je l'ai fait, c'était 1 850 Pour acheter le par, sperme? par, par shot de sperme. Par shot de sperme. Voilà. Et donc moi, rappelle-toi, j'ai fait 5 inséminations qui n'ont pas marché. Donc 5 fois 1 850 plus ce transfert en truc, cryo, voilà, qui coûte, 400 à chaque fois, que tu fais un shipment et On voit? un envoi, pardon et Non, c'est pour ça, après parce que là, tout à l'heure, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Vous dites trop de mots en anglais, j'ai rien compris». Donc un envoi, un OK. envoi, et après, voilà, enfin moi j'ai donc utilisé 6 6 doses. échantillons de sperme. Donc justement, tu parlais de la France. Est-ce que tu aurais pu faire ça en France? C'est quoi maintenant les lois en France? Alors oui, j'aurais pu si j'avais un boulot, si j'étais enfin, si j'habitais en France. Alors depuis 2021, il me semble, la PMA est ouverte aux couples, homosexuels, Mmh. lesbiennes et des femmes seules, ce qui n'était pas le cas. Aux États-Unis, depuis beaucoup plus d'années, une femme peut faire, ce projet, toute seule. Mmh. Donc c'est très, très récent quand même en France parce que moi j'ai fait ce parcours en 2023, donc c'était, 2 ans après, que ça a été, légiféré. Donc ma sœur m'a dit: «Mais Caroline, rentre en France, pourquoi tu dépenses, 20 000 $? C'est gratuit en France» et c'est gratuit en France. C'est gratuit, je crois tu peux faire 3 FIV. Mais les délais sont, extrêmement longs, surtout qu'en plus toi tu es pas prioritaire parce que tu es pas en couple. Mmh. Donc une femme seule ou une femme en couple, avec une autre femme donc doivent attendre 18 mois. Et bah, forcément, il faut avoir un boulot en France pour, avoir la couverture médicale pour pouvoir, postuler à ce type Pour pouvoir de prétendre à pour la voilà, PMA. exactement. Donc en fait, pour moi, j'avais juste pas envie de rentrer en France, d'attendre 2 ans. Moi, j'étais prête maintenant et comme j'avais quand même l'assurance maladie qui m'aidait et de toute façon, je m'étais dit: «C'est pas grave, j'ai de l'argent de côté, c'est mon projet». Tu vois, je me suis toujours dit dans ma vie: «Si je me marie, OK, très bien. Si je me marie pas, OK, très bien». Enfin, ça a jamais été un but dans ma vie de me marier, mais avoir un enfant, c'était un but. Je savais que si j'avais pas d'enfant,
je l'aurais regretté toute ma vie. Mmh. Et donc j'étais prête à payer en fait, voilà. Dans ma tête, je m'étais même mis: «OK, bah, si je dois payer 50 000 je le ferai». Et vraiment, j'ai pas envie de mettre 50 000 dans un enfant, mais en gros, bah, pendant 1 an, j'ai pas mis d'argent de côté parce que, ben, tout mon salaire allait dans Ce dans projet. dans ce projet de fertilité. Mais voilà, je le regrette pas et puis, Bah oui, ça c'est sûr qu'on la regrette pas. donc voilà, mais c'est cher, donc voilà, j'ai à peu près, ouais, 22 000 $, pour l'avoir. Donc aujourd'hui, Elle a 16 mois. elle a 16 mois. Tu m'as dit que, quand elle était née, tu avais accès à une application. C'est une application où tu peux, voir en fait si ce donneur-là a donné son sperme à d'autres, femmes dans ta situation Voilà, et qui ont eu elles aussi des enfants voilà. et donc du coup, qu'est-ce que tu as appris sur cette application? Donc voilà, donc en fait, quand tu dis que tu es enceinte, ou que tu, déclares, à ta, banque de sperme que tu as accouché, et ben, ils te mettent en relation avec un autre site internet qui est en fait un registre de frères et sœurs. Sur un site internet, et en fait, tu peux chercher, si tu as des frères et sœurs, enfin des demi-frères et sœurs, potentiels en fonction du chiffre de ton donneur. Enfin, chaque donneur a un chiffre, particulier, Un numéro unique. un numéro unique, et tu peux, voilà. Et donc moi, j'en avais pas. Et donc c'est moi qui ai créé en fait, le premier chat avec le numéro du donneur, et au fur et à mesure, des personnes, se sont rajoutées, et donc au jour d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont 10 ou 11 enfants maintenant. Waouh, attends, la dernière fois, on était resté à 2-3, hein, comment on est passé à Ouais, 11 non, là? J'ai raté une info là. on est passé à 10, 11 maintenant. Faut que je regarde, mais alors, majoritairement aux États-Unis, mais tu en as une en Chine et une en Australie aussi. Waouh, tu as choisi un Heu un bon donneur, hein. Ouais, voilà. Mais bon, après, c'est la norme quand même. Alors, je ne connais pas exactement combien de fois un donneur peut donner, Mmh. mais je crois qu'il y a une limite. Ça commence à être légiféré. C'est pas encore, au niveau, voilà, peut-être, dans le futur, ils vont vraiment, mettre des lois et Mmh. légiférer ça de façon vraiment structurée. Ça me fait Heu, penser au film là, tu oui, sais, mais ça, Histoire c'était quelqu'un qui vraie. avait eu, 80 enfants. Donc là, Ouais, c'est tu quand même vois le c'est gars voilà. qui a eu je sais pas combien de gosses et il les a tous réunis, Ouais. et OK, mais il y en a qui Et sont sur donc New York? Et alors, il y en a qui sont sur New York, et aussi, alors attends, dans ce panel, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont comme moi, donc solo mom by choice, donc des solo mom, Par choix? par choix. Tu en as qui sont des couples de lesbiennes, et tu Mmh. as des couples aussi hétéros, juste, une infertilité masculine, donc voilà. Et j'ai rencontré donc 2 femmes qui habitent à New York, qui ont aussi, utilisé le même donneur pour leurs enfants. Et ce qui est marrant aussi, c'est que nos enfants sont nés, chacun à 1 jour d'intervalle. Donc ma fille née le 3 juillet, et les 2 enfants à New York sont nés le 1er juillet et le 2 juillet. Waouh! Donc 3 enfants à 1 jour d'intervalle. Et donc je suis en relation surtout avec l'une d'entre elles, qui est donc un petit garçon, et on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'est fascinant en fait de voir leur ressemblance. Parce qu'en fait, ils se ressemblent un petit peu. Ils ont des mimiques, ils ont Des des airs. critères, physiques qui se ressemblent. Et en fait, j'ai juste envie de le voir, grandir, ce petit garçon, pour voir, bah, j'aimerais bien qu'ils créent tous les 2 des liens, Mmh. et surtout, en fait, voir comment, enfin, quelles vont être, leurs ressemblances, plus tard. Mmh. La deuxième personne, je l'ai rencontrée qu'une seule fois après, que nos enfants aient accouché. C'est dernièrement d'ailleurs, en septembre. Mais elle, voilà, elle a plutôt envie de vivre, sa maternité, enfin pas, ouais, de devenir maman toute seule. Elle a pas trop envie de rester en contact avec nous. Et puis tu m'avais dit que tu avais pas forcément, voilà, eu De enfin, feeling, voilà, la oui. nana avec qui tu es en relation, c'est aussi parce qu'elle est cool, qu'elle est sympa et Voilà, que tu t'entends bien avec elle. C'est pas voilà, juste pour, les enfants. L'autre, peut-être, il y a pas eu non plus voilà. Et de puis tout je ça, pense quoi. qu'elle, elle a envie de laisser le choix à son enfant de décider si oui ou non il souhaite avoir des relations avec ses demi-frères et OK. sœurs. Mais bon, tu sais, les relations aussi, tu peux les construire, jeune, et après tu décides Mmh. si oui ou non tu souhaites, une relation avec tes demi-frères et demi-sœurs. Du coup, c'est ce que tu essayes de faire avec le petit Voilà, garçon? c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire naturellement. Après, on se voit pas toutes les semaines, mais voilà. Et puis c'est important aussi parce que tu sais jamais si ton enfant rencontre, ben, un problème de santé, Mmh. ou alors même si tu as le passé médical de ton donneur, tu es jamais vraiment à l'abri Mmh. de, ben, par exemple, si ton quand par exemple, quand nos enfants ont commencé la diversification alimentaire, on s'est toutes posé la question: «Est-ce que tu sais si le donneur a des, allergies?» Mmh.
Donc voilà, donc c'est des choses comme ça, tu peux pas forcément savoir, donc Et puis au-delà de ça, vous traversez la même chose parce que vous êtes toutes voilà, les 2 solo mom avec des exactement, enfants donc j'imagine que ça nous rapproche, ça ouais. vous rapproche sur plusieurs points. Caroline, qu'est-ce que tu dirais à une personne, tu quel âge aujourd'hui, Caroline? J'ai 37 ans. Tu as eu donc, cet enfant à 36 ans. 36 ans. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, voilà, on a l'horloge biologique qui tourne, on se pose parfois des questions parce qu'on n'a pas forcément trouvé, le compagnon, pour pouvoir créer peut-être la famille ou, avoir un enfant au moment où on l'aurait, voulu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un parcours comme le tien, qui hésite parce que le regard des gens, parce que la question de la PMA ou, le parcours maman solo, bah, c'est pas forcément accepté par tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, je vois que tu es épanouie, tu es contente, de ton choix. Je sais que tu as jamais regretté, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne, Et ben c'est ça en fait, fais-le, tu auras aucun regret. C'est dur, il y a des jours qui sont durs, mais au final, quand je regarde, elle a 16 mois aujourd'hui, je me suis dit: «Mais, le temps est passé où?» En fait, ça passe super vite, donc tu as des journées qui sont longues, mais au final, tu regretteras jamais d'avoir un enfant, et ça veut pas dire que ta vie s'arrête ici, en fait. Tu Mmh. peux rencontrer quelqu'un après, Ouais. mais ton horloge biologique, à un moment alors, j'ai pas envie d'être, défaitiste ou, alarmiste, hein. Ça tu peux avoir des enfants encore à 37, 38 ans, mais c'est vrai qu'après 40 ans, voilà, c'est beaucoup plus difficile et si tu es prête, si tu as envie d'avoir un enfant, fais-le. Jamais tu le regretteras. Voilà, fais-le pour toi. Les commentaires des autres, si ça te dérange maintenant, vraiment, ça va te couler ça va te, Ça va couler sur toi. ça va couler sur toi après. Rien ne va te toucher vraiment et surtout, en fait, même si tu rentres dans ce parcours qui est atypique, au final, il y a tellement de femmes qui se retrouvent dans cette même situation, malgré elles, après. Donc C'est-à-dire en étant en en couple, en étant en ayant des couple et tu problèmes. divorces, bah, il y a des couples qui se séparent pendant la grossesse, il y a des couples qui se séparent, à la naissance, 2 ans après, la naissance de l'enfant. Au final, elles se retrouvent aussi solo mom, avec en plus les problèmes de divorce et de garde d'enfants. Moi, vraiment aussi, Oui, pourquoi je me suis justement, mis c'est dans bien que tu en cette parles. ouais, et je me suis mis dans, en fait, ma grande sœur a divorcé, juste avant que je commence, enfin, un petit peu avant que je commence ce processus et vraiment le divorce s'est très, très mal passé et toujours enfin, c'est toujours, une relation compliquée, vraiment très conflictuelle, avec les enfants au milieu qui sont pris, enfin, le père vraiment, monte les enfants contre la mère. C'est vraiment ça fait mal au cœur, en fait, de le voir. C'est des éducations qui sont complètement différentes et en fait, les enfants, ils sont complètement perdus, ils sont complètement entre ces 2 mondes qui clashent et donc moi, je me suis dit: «Bah, oui, elle va peut-être, grandir sans père, mais ça veut pas dire qu'elle n'aura pas de figure paternelle, plus tard, peut-être». Mais surtout, en fait, moi, elle a jamais connu un conflit, ma fille, pour l'instant. Je me suis jamais enguirlandée avec quelqu'un devant elle, de ça parce que j'ai personne, avec qui, me Se me prendre la me tête? fâcher, mais en vrai, j'offre aussi un cadre, stable et sain et plein d'amour et voilà, ça sera sa vie et puis, comme on en a parlé, elle pourra rencontrer le donneur si elle le souhaite plus tard et peut-être qu'elle trouve que moi je rencontrerai quelqu'un Donc toi, en fait, tu voulais vraiment éviter de rendre des comptes à quelqu'un. et ouais, Donc tu moi t'es dit: c'était aussi «Si je suis avec important. quelqu'un et que ça se passe bien, on va avoir un enfant, fine, c'est voilà, c'est normal, on a notre bébé». Mais tu t'es dit: «Tu pas envie de choisir quelqu'un, qui va Par être là défaut. dans ta vie, avec qui, voilà, tu pas forcément et à qui tu vas devoir rendre des comptes, qui va peut-être t'imposer certaines choses qui sont pas forcément en adéquation avec, tes valeurs». C'est ce que tu as voulu éviter? Voilà, en fait, je voulais pas attends, dis-moi, comment ça dit? To settle down. Je voulais pas me settle pour un mec, pas bien. Tu pas envie d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un? Voilà. En fait, voilà, je voulais pas me mettre avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Je ne voulais pas me mettre avec un homme par défaut et faire un enfant avec un homme qui n'était pas le bon. Mmh. Parce que, ben, voilà, je voulais pas divorcer, je voulais pas mettre mes enfants Position-là, dans alors que cet tu savais depuis le environnement début familial. Voilà, que c'était pas le bon, quoi. si c'était pas la bonne personne, je ne voulais pas avoir d'enfant avec lui. Et donc je préférais faire un enfant toute seule parce que bon, maintenant je l'assume toute seule, mais aussi, donc oui, c'est sûr financièrement maintenant je l'assume 100, c'est-à-dire que je n'ai pas d'aide, financière. Mais bon, de l'autre côté aussi, je suis la seule à prendre des décisions pour elle. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est aussi très bien de voilà, c'est l'éducation que je souhaite lui donner, c'est les choix que moi-même je souhaite avoir pour elle et en fait, je ne fais aucune concession avec quelqu'un. Voilà, après voilà, tu as des côtés positifs et négatifs dans chaque, relation, hein. Pour moi, ça, c'est un point extrêmement positif également. Tu l'éduques en fait, comme tu souhaites l'éduquer.
Merci beaucoup Caroline d'être venue Merci à toi, Ishrak. aujourd'hui. Je sais que c'est pas forcément facile de raconter tout ça, donc merci de m'avoir fait confiance et d'être venue aujourd'hui. Si vous voulez laisser un petit commentaire à Caroline, vous pouvez lui laisser un petit commentaire en dessous et je vous mets en bas son réseau social au cas où vous avez envie de la contacter si vous avez d'autres questions pour elle. Et n'hésitez pas à partager l'épisode avec une amie à vous si le sujet peut l'intéresser. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci Caro. Pour les nanas qui sont vraiment intéressées par la PMA, tu vois, je me ressens un petit peu de thé.